Wesh wesh les amis. Alors aujourd'hui on va parler du pillage et de l'immense arnaque des autoroutes. Alors on va laisser de côté l'augmentation des tarifs qui fait que quasiment plus personne prend l'autoroute tellement c'est cher. C'est pas de ça dont on va parler du pillage organisé qui était la privatisation des autoroutes. Parce que les autoroutes c'était un truc qui nous appartenait à nous tous. C'est des gros investissements qu'on a fait, l'État, machin, on a fait des belles routes, tout ça, et on récoltait de la thune au péage. Et cette thune c'est colossal, hein. Ça coûte très cher mais ça rapporte encore plus. C'est un des business les meilleurs possibles pour un État. Et toute cette thune, nous, on pouvait en faire des trucs bien. L'État, il pouvait le mettre dans où il voulait, hein, mais il pouvait faire des trucs pour l'écologie, gérer la pollution, faire des hôpitaux, des écoles, ce qu'il voulait. Et ce qu'a fait 2001 en 2006, c'est qu'il l'a vendu, tous ces bénéfices-là, de tous ces belles autoroutes, tout cet argent qui rentrait tous les ans, il l'a vendu à des géants du BTP, notamment Vinci et Eiffage. Alors, ce qu'il leur a fait, c'est que pour contre 15 milliards d'euros, il leur a vendu 25 ans, où pendant 25 ans, ils pouvaient récolter toutes les recettes des péages en échange des investissements. Alors comme ça, vous pouvez vous dire que 15 milliards c'est ouf, mais non. Parce que en seulement 10 ans, les actionnaires qui ont acheté tous les autoroutes de toutes les barrières de toute la France entière, les actionnaires se sont déjà reversés 15 milliards de dividendes. Donc c'est même pas la thune que fait l'entreprise, c'est même pas les résultats de la boîte, c'est sur les résultats de la boîte, la part qui revient direct dans la poche des actionnaires. Donc De Villepin, il a réussi un super deal, il a vendu un des trucs qui nous rapportait le plus à nous tous, avec lequel on pouvait faire des budgets, on pouvait l'utiliser dans les budgets d'école, de pollution, de tout ce que vous voulez. Il l'a vendu à des géants privés du BTP qui, en seulement 10 ans, se sont sucrés. C'est-à-dire qu'il leur reste 15 ans où tout ce qui rentre, tout ce qui passe, c'est pour eux. Ça, c'était la première arnaque des autoroutes, mais vous verrez, ça s'arrête pas et il y a plein de trucs bien plus drôles. Bah là, c'était la première arnaque, mais vous êtes pas au bout de votre peine, hein. Dans cette escroquerie en bande organisée, c'est pire à tous les étages. Donc on continue. Donc on peut se dire que si l'État leur donne un des business les plus rentables qu'il avait, c'est-à-dire les barrières de péage et le cash qui rentre, c'est que au moins les sociétés privées elles doivent payer les coûts, quoi, payer l'entretien, les investissements. Et ben là, le premier truc à savoir, c'est qu'ils payent même pas tous les investissements, parce que quand on fait un gros plan avec la France, on leur dit ouais là il nous faut un autoroute ici, un échangeur là, tout ça. Et ben les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements qui vont bientôt mourir et certaines communes, elles doivent aussi raquer pour les autoroutes. Donc pour le moment là, on voit déjà que dans les investissements, le BTP paye pas tout. Il y a une partie qui revient du public alors qu'on leur a vendu. Bah, y a de l'argent public qui continue à financer un peu de l'investissement alors qu'on touche plus rien, mais vous allez vous dire, c'est cool, heureusement, c'est les sociétés privées autoroutières qui vont payer le reste. Mais là, accrochez-vous, c'est la troisième arnaque. Parce que comment ils font pour financer ces investissements? Ils font un peu comme tout le monde, ils font des gros emprunts. Et les emprunts, si vous avez déjà fait un crédit, vous savez que le prix de l'emprunt, c'est le taux d'intérêt. Et là, devinez qui paye le taux d'intérêt? Eh ben c'est nous. Il y a une niche fiscale exprès faite pour qui fait que l'État leur enlève le taux d'intérêt et le paye pour sa pomme. Et ça c'est combien? C'est 3,4 milliards. Donc on commence à bien se faire enfiler dans cette affaire. Là on a vendu un des trucs les plus profitables de l'État, qui pouvait rapporter de la thune pour faire plein de trucs bien, on le vend au privé et on continue d'assumer la plupart des coûts, hein. C'est là où on en est. Vous croyez que c'est fini, mais non, il y a la quatrième arnaque. La quatrième arnaque, c'est, rappelez-vous à qui ça a été vendu. Ça a été vendu à des grandes sociétés du bâtiment et de la construction comme Vinci et Eiffage. Et devinez qui fait les travaux? Eh ben, évidemment, c'est eux. C'est-à-dire que c'est Vinci qui, sur les tronçons d'autoroute qu'elle gère, attribue aux sociétés de Vinci la réalisation de ces travaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que dès qu'ils font des travaux, ils le font par un emprunt, et l'emprunt, c'est en partie tous les intérêts, c'est pour notre poire, et il y a un peu d'argent des collectivités locales. Et Vinci, à qui elle attribue ces travaux qui sont financés par nous? À une entreprise de Vinci. Bon, quand même, là, je sais pas, si vous voulez un pillage autoroutier, on peut en réfléchir longtemps, mais ils ont l'air très forts, ces brigands, là. S'il y a des brigands, faut forcément quelqu'un qui se fait plumer. Alors vous avez déjà compris qu'en tant que citoyen, on se fait bien siphonner le bien public, ça y a pas de problème, mais il y a la cinquième arnaque, elle était facile à trouver, c'est celle qui nous plume en tant que consommateur. Parce que le deal initial de vente des sociétés autoroutières à des sociétés privées, eh ben le deal prévoyait qu'il n'y ait pas trop d'augmentation de prix, pour pas qu'ils puissent se surgaver. Mais évidemment, pour ceux qui ont l'habitude des autoroutes, vous avez vu que ça a grimpé. Ça a pris 22% en 10 ans, au point que la Cour des comptes, dans plusieurs rapports, arrête pas de pointer qu'ils augmentent beaucoup plus les prix que ce qui est prévu et que l'État se couche comme une merde. Donc là, je pense qu'on a un tableau bien complet pour comprendre ce que c'est l'escroquerie des autoroutes.
Vous devez vous dire, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve, mais malheureusement non, parce que tous les chiffres qu'on a cités, ça vient de rapports officiels, de la Cour des comptes, de l'autorité de la concurrence et de plein de trucs officiels. Allez voir les sources, tout est là. Donc là, à la fin de tout ce tableau dégueulasse, la seule question qui se pose, c'est comment même les politiciens les plus véreux ont pu faire ça, hein. Moi, je me la pose parce que même au Liban, ils auraient peut-être pas osé, l'arnaque, elle est trop grosse. Alors pour moi, enfin pour nous, il y a deux options. Ou c'est des fanatiques de la privatisation. Ils veulent tout privatiser, tout le temps, même quand c'est le truc qui rapporte le plus à l'État et qu'on se fait du fric, faut vendre. Ou c'est ça, ou ils ont voulu arranger leurs poteaux, hein. Parce que quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière ces arrangements, on trouve les deux plus grosses sociétés de BTP avec qui il y a des magouilles dans tous les partis, au niveau local, à tous les niveaux. On trouve un ancien directeur de cabinet de François Mitterrand, on trouve le fils de Michel Rocard, on trouve Alain Minc, le mec qui a des billes partout et qui a conseillé Sarkozy. Donc pour nous, que ce soit du fanatisme ou de l'arrangement entre copains, c'est de la haute trahison. On peut pas vendre un truc qui rapporte autant à des boîtes qui font autant de flouze dans des conditions aussi dégueulasses. C'est tellement dégueulasse qu'on peut faire des recours au Conseil d'État, hein. On peut dénoncer ces deals comme non conformes à l'intérêt général et les renationaliser sans rien leur payer, sans dédommagement. Et c'est le moins qu'on puisse exiger vu comme ils ont abusé. Ce genre de truc là, ces dizaines de milliards d'euros détournés, ça marche que parce qu'ils nous prennent pour des cons et parce qu'on n'est pas au courant. Donc faut faire tourner le message, faire tourner cette vidéo, qu'on soit tous vraiment bien au fait, les yeux bien ouverts sur cette merde là, parce que là dans 6 mois ils vont commencer à promettre pour quémander nos voix, et là faudra leur sortir à la gueule. Qu'est-ce que vous allez faire sur les autoroutes? Est-ce qu'on renationalise ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Vous augmentez les impôts ou vous allez le prendre là où vous l'avez donné à ces grands patrons? Donc là, faites tourner le message, qu'on ouvre grand les yeux et qu'on arrête cette connerie. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur un scandale qui indigne toutes les familles politiques. Il s'agit de la privatisation des barrages hydroélectriques. Alors ce truc-là, c'est comme les autoroutes, c'est une poule aux œufs d'or. Dites-vous que les barrages, comme les autoroutes, ça coûte très cher à l'investissement. Et l'investissement, il a été fait par l'État, c'est-à-dire par l'argent des citoyens. Et maintenant, comme c'est amorti, ça rapporte des bénéfices. Et ces bénéfices, parce que la Commission européenne l'exige, on va les filer en grande partie au privé. Et ce qu'il y a de vraiment scandaleux dans cette histoire de privatisation des barrages, c'est qu'on est le seul pays européen à accepter de privatiser ces grands investissements qui ont été réalisés à fonds publics. D'abord, il y a un truc à comprendre, c'est que les barrages, ça sert pas qu'à créer des lacs où on peut barboter l'été, hein. Non, c'est pas ça. Les barrages, ça sert d'abord à produire de l'électricité. Et en France, ça produit un paquet d'électricité. Il y a 12% de toute l'électricité qu'on consomme qui est produite dans les barrages. C'est la deuxième source de production d'électricité après le nucléaire. Et c'est la moitié de nos énergies renouvelables qui vient des barrages. Et en gros, le barrage, ça coûte très cher à produire parce qu'il faut mettre plein de béton. Dites-vous que le plus grand barrage de France, à sa base, c'est plus de 500 mètres d'épaisseur. Du coup, ça coûte très cher à produire. Mais une fois que c'est produit et que c'est payé, qu'on a construit notre barrage, après, l'électricité est très peu chère. Il y a juste à attendre que l'eau, elle tombe le long de turbines. Du coup, c'est très peu cher. Et là, c'est tellement peu cher que EDF, comme on a rentabilisé l'essentiel de nos barrages, puisqu'on les a construits dans les années 50 ou 70 pour l'essentiel, comme on les a rentabilisés, EDF arrive à dégager un surplus de plus d'1 milliard d'euros par an. Et ça, ce surplus, c'est dans la poche d'EDF, et comme EDF est à 85% une entreprise publique, cet argent, il revient dans la poche de l'État, c'est-à-dire dans le pot commun, ou sous la forme de dividendes, ou sous la forme de baisse de tarifs. Du coup, c'est de l'argent qui nous appartient, parce que nous, le public, l'État, on a réalisé les gros investissements pour construire ces barrages. Et quand on vous dit que ça rapporte plus d'1 milliard par an, dites-vous que c'est la même chose que les autoroutes, parce que chaque année, les sociétés autoroutières, sur toute la France, hein, sur l'ensemble du territoire, ils arrivent à reverser 1,5 milliard de dividendes aux actionnaires. Les barrages, c'est la même poule aux œufs d'or. Chaque année, ça reverse 1,25 milliard à l'EDF et donc à l'État. Du coup, c'est méga important. Et ces barrages-là, la Commission européenne nous demande de les privatiser. Pourquoi la Commission européenne exige cette privatisation? C'est au nom d'un principe politique qui est gravé dans le marbre des traités européens, qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Et ça, au nom de ce principe, la Commission européenne, elle regarde tous les monopoles publics et elle exige une ouverture à la concurrence. Elle a fait ça pour la Poste, les transports, là, en ce moment la SNCF, et elle l'exige aussi des barrages. Donc du coup, elle l'exige même quand l'État a mis tous les investissements au départ. Et là, ce qu'il y a de particulier avec les barrages, c'est que dans toute l'Union européenne, la France, c'est le seul et unique pays qui a accepté de se soumettre à l'exigence de la Commission européenne. Par exemple, l'Allemagne, en 2011, il y avait une négociation avec la Commission, et l'Allemagne a réussi à obtenir que tout le service de l'eau, tout ce qui se passait autour
autour de l'eau et donc les barrages devaient être sortis des règles européennes du droit de la concurrence. Du coup, il y avait moyen de négocier, mais en France, on s'est couché et on a accepté de privatiser les barrages. Et ça s'est fait en plusieurs temps. D'abord en 2011, quand l'Allemagne était dans la négociation, la France aurait aussi pu négocier de sortir les barrages et le service de l'eau des droits à la concurrence. Mais Sarkozy et son gouvernement ne l'a pas fait. Donc en 2011, première occasion manquée. La deuxième occasion manquée, c'est en 2015, on a fait la loi sur la transition énergétique. Ça, c'était pendant Hollande. Et à ce moment-là, l'Assemblée nationale disposait d'un rapport sur les barrages. Un rapport fait pour, rédigé par des députés à la fois de l'UMP et du PS. Et ce rapport, il disait, non, faut absolument pas privatiser les barrages. Ça a coûté très cher, aux citoyens français. Maintenant, c'est payé, ça rapporte beaucoup d'argent. Et ils ont donné plein d'autres solutions qui sont compatibles avec le droit de l'Union européenne pour éviter de privatiser les barrages. Donc en 2015, on avait tous les outils pour dire non, la Commission, on touche pas aux barrages. Mais, les députés socialistes, l'idée par Bercy et donc Emmanuel Macron, qui était au ministre de l'économie et des finances, les députés PS ont été obligés d'inscrire dans la loi de transition énergétique que les barrages allaient être ouverts à la concurrence. Donc en 2015, on aurait pu résister, on a choisi de céder. Dans les prochaines années, il y a l'exploitation de 150 barrages qui va être ouverte à la concurrence. Alors on ne sait pas exactement qui va les racheter, combien seront privatisés et quels groupes privés vont empocher la mise, ça on sait pas. Mais depuis février 2018, depuis tout récemment, on sait un truc. Et ça, c'est Macron qui l'a décidé. Macron, il a décidé que sur ces 150 barrages qui allaient être ouverts à la concurrence, EDF pourrait pas postuler à plus de 60% d'entre eux. Et ça veut dire un truc. Et ce truc-là, faut bien le comprendre. C'est-à-dire que même si EDF, entreprise publique, propose des contrats moins chers, plus sûrs, avec plus de monde, plus efficaces et infiniment mieux que la concurrence, même si EDF propose mieux, il y a 40% de ces 150 barrages qui vont lui échapper. Pourquoi ils vont lui échapper? Parce que c'est le droit de la concurrence et qu'il faut casser les monopoles publics. Ça, c'est la décision que Macron vient de prendre en février 2018. Et quels sont les types d'entreprises qui pourraient rafler la mise? Il y a deux grands cas de figure. Et le premier, c'est des multinationales de l'énergie européenne ou mondiale. Et là, ce serait marrant, parce qu'il y en a d'un peu tous les pays qui pourraient acheter des parts de nos barrages français à nous, mais il n'y a pas de réciprocité. Nous, EDF peut pas aller acheter les barrages de l'Allemagne ou de la Suède. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Ce serait des multinationales de l'énergie européenne ou autre, et là ça pose le problème de la réciprocité. Et l'autre cas de figure, c'est si c'est des grandes entreprises privées françaises. Et là, il y a une source proche du dossier, d'après ce que dit l'article, qui montre que ça pourrait être Total qui rachèterait les barrages. Et là, c'est méga ironique, parce que quand même, c'est nous, les citoyens français, qui avons fait les investissements pour les barrages. Les barrages, c'est de l'énergie hydraulique, renouvelable, non polluante, c'est parfait de chez parfait. Et à qui on va vendre les barrages? À une des entreprises les plus polluantes de France, Total. Et ça s'appelle du greenwashing, parce que Total, qui nous vend du pétrole, du gaz et tout ce que vous voulez, elle pourra dire moi ça va, dans mon bilan carbone, j'ai aussi des énergies renouvelables, j'ai aussi les barrages. Et ça, ce sera offert par qui? Gracieusement par notre gouvernement et l'Union européenne qui ont demandé la privatisation des barrages. Tous les partis, à peu près, sont d'accord pour rejeter la proposition d'Emmanuel Macron et de son parti La République En Marche de privatiser les aéroports de Paris. Son projet, c'est de vendre au privé tous les aéroports de Paris et de la région parisienne, c'est-à-dire Roissy, Orly, Le Bourget et plein de petits aérodromes. Ces aéroports, ils ont été construits avec l'argent public et ils rapportent chaque année plein d'argent à l'État. C'est une véritable poule aux œufs d'or. On a vu l'énorme arnaque des autoroutes vendues au privé, alors là, vous allez découvrir l'arnaque des aéroports de Paris, c'est tout aussi joli. D'abord, faut bien comprendre que les aéroports, c'est un actif extrêmement stratégique pour les États. Dans le monde, 86% de tous les aéroports sont publics. Donc les États, ils veulent le garder. Et aux États-Unis, qui sont pourtant un pays où ils aiment beaucoup le marché libre et la libre entreprise, tous les aéroports des États-Unis sont détenus par la puissance publique. Et on peut le comprendre pour des raisons de sécurité intérieure et de souveraineté nationale. Et là, pour le cas d'aéroport de Paris, il faut que vous ayez quelques chiffres en tête. Aéroport de Paris, donc Roissy, Orly, tout ça, c'est la première frontière de France. C'est le premier point d'entrée sur notre pays, tout simplement. Il y a plus de 80% du trafic aérien international qui passe par Paris. Donc si l'État français accepte de se séparer d'une entreprise aussi stratégique et cruciale pour notre pays, on espère qu'au minimum, il va faire une très bonne affaire et ramener beaucoup d'argent. Regardons si c'est le cas.
Pour savoir si vendre ADP c'est un bon deal, il faut comparer ce qu'on va gagner en vendant Aéroports de Paris par rapport à ce qu'on va perdre, c'est-à-dire les dividendes que l'État récoltait chaque année de l'entreprise Aéroports de Paris. Qu'est-ce que l'État va gagner de cette vente? Tous les experts s'accordent à dire que la vente va nous rapporter environ 7,5 milliards d'euros. Et ces 7,5 milliards d'euros, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il a déjà annoncé qu'il allait les placer dans un fonds dont les intérêts iront pour l'innovation. Ce fonds d'investissement, il est à 2,5% d'intérêt par an, et donc si vous faites 7,5 milliards multiplié par 2,5%, ça fait que chaque année, l'État va gagner 187,5 millions d'euros environ de la vente d'Aéroports de Paris. Voilà ce qu'on va gagner en vendant ADP. Maintenant, regardons ce qu'on perd. Ce qu'on perd en se séparant d'Aéroports de Paris, c'est simple, c'est les dividendes que nous versait chaque année au budget de l'État l'entreprise Aéroports de Paris. Et comme c'est une entreprise florissante, l'année dernière, elle versait 185 millions d'euros au budget de l'État. Quand on compare ces deux chiffres, on peut avoir l'impression qu'on est en train de se séparer d'un actif stratégique, la première frontière de France, pour simplement gagner 2,5 millions d'euros, soit quasiment rien du tout. Donc là, déjà, le deal, il est bizarre, c'est un peu chelou de faire ça. Mais en fait, c'est bien pire. La réalité est bien pire. Pourquoi? Parce que la somme là qu'on va gagner, c'est 187,5 millions d'euros. Cette somme, elle est stable, elle est fixe. Comme c'est placé dans un fonds, ça va être la même somme pendant des décennies. Alors que les dividendes d'ADP, tous les experts s'accordent à dire qu'ils vont exploser. Pourquoi? Parce qu'on peut déjà observer qu'ils ont explosé ces 10 dernières années. Il y a 10 ans, l'État touchait 82 millions d'euros de dividendes de la part d'ADP. Là, 10 ans plus tard, on a déjà touché 100 millions d'euros de dividendes supplémentaires. Donc c'est déjà une belle croissance, une si belle croissance que Aéroports de Paris, c'est devenu cette année le premier aéroport, le premier groupe aéroportuaire du monde. Et d'après les propres prévisions de croissance du trafic aérien que fait ADP, ils vont connaître 50% de passagers en plus en seulement 10 ans. Et d'une manière générale, l'aviation et le secteur aérien, c'est un secteur en plein boom. Tous les experts s'accordent à dire que ça va augmenter pendant les prochaines décennies. Donc qu'est-ce qui se passe avec ce deal de privatisation? Ce qu'on va gagner, là, les 187,5 millions d'euros, ils vont pas bouger pour les siècles des siècles, alors que les dividendes d'ADP, ceux qu'on ne va plus toucher vu qu'on l'a vendu, eux, vont pas arrêter d'exploser pendant les 10, les 20, les 30 prochaines années. Bref, on va perdre de l'argent avec ce deal. Donc là, on commence déjà à comprendre comment la privatisation des aéroports de Paris arrive à faire l'unanimité contre elle de toutes les familles politiques. On est en train de brader une poule aux œufs d'or méga stratégique à des actionnaires privés qui vont, immédiatement après l'avoir acheté, augmenter leurs dividendes et se gaver sur notre dos. C'est un bon parfum d'autoroute, on comprend bien pourquoi les gens s'y opposent. Mais c'est pas le seul scandale qu'il y a dans cette privatisation des aéroports de Paris. Il y a aussi plusieurs arnaques dans les clauses du contrat et on va vous expliquer les deux pires. Pour comprendre la première clause bizarre, faut savoir comment se passe une privatisation habituellement. Habituellement, quand on privatise une grande infrastructure publique stratégique qu'on a payée avec nos sous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une concession. Et une concession, ça veut dire que le groupe privé achète le droit d'exploiter cette grande infrastructure, on lui concède le droit d'exploitation, donc il l'exploite pendant le temps de la concession, mais à la fin, il le rend à l'État. Il n'est pas propriétaire du truc, il le rend gratuitement à l'État et on lui a juste concédé le droit d'exploiter. Ça, c'est une concession. Mais là, avec l'aéroport de Paris, on a innové. C'est que cette concession, déjà, elle est bien plus longue que d'habitude, elle dure 70 ans, mais surtout, à la fin, on va devoir repayer Aéroport de Paris à la valeur que ça aura dans 70 ans pour avoir le droit de le reprendre. C'est complètement fou, hein. Même les autoroutes, qui sont une grande arnaque, une fois que la concession de Vinci, elle s'est finie, il nous les rend et on doit rien payer du tout. Mais là, on sait pas pourquoi, on va devoir dédommager les futurs actionnaires à la fin de leur concession dans 70 ans. Déjà, ça, c'est complètement fou. La deuxième clause bizarre, c'est tout simplement du jamais vu, c'est complètement inédit. L'État va devoir payer pour privatiser. Alors, comment ça se fait? Aujourd'hui, il y a 49% de l'aéroport de Paris qui est déjà détenu par des actionnaires privés. Et là, l'État, comme il veut privatiser, il veut vendre ses 50 et quelques pourcents à d'autres actionnaires privés. Et pour vendre ses parts, l'État va dédommager les actionnaires
actionnaires privés qui étaient déjà dans l'aéroport de Paris. Oui, ils les dédommagent, mais les actionnaires privés, ils gardent leur part. Hein. C'est juste pour que l'État ait le droit de les vendre qu'ils les dédommagent. Et la raison invoquée, c'est parce que Aéroport de Paris va changer de nature si l'État s'en va. C'est complètement inédit. On n'a jamais vu ça dans aucune privatisation. Et ce truc-là va nous coûter, ça c'est l'estimation des experts, ça va nous coûter 1 milliard d'euros qu'on ne va pas toucher de la privatisation parce que l'État s'est dit, ok, je vais dédommager les actionnaires minoritaires. On marche sur la tête, hein, c'est... Et le truc le plus absurde dans cette situation, c'est que un des actionnaires minoritaires d'Aéroports de Paris, c'est Vinci. Il se trouve qu'un des grands favoris pour le rachat de tous les aéroports de Paris, c'est Vinci aussi. Donc cette clause, ce qu'elle va permettre de faire, c'est qu'on va dédommager Vinci de l'immense peine d'être racheté par Vinci. C'est du délire, c'est du délire. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est pourquoi ils font ça? Pourquoi ont-ils décidé de privatiser cette poule aux œufs d'or que sont les aéroports de Paris? Alors, déjà, on peut répondre un truc. On peut répondre que contrairement à beaucoup de privatisations, celle-ci, elle n'est pas du tout imposée par l'Union européenne, la Commission européenne et CGOPE. Alors, pourquoi ils le font? Bah, peut-être parce que c'est des fanatiques de la libre entreprise et qui pensent que dès qu'il y a de l'argent à faire, eh ben, il faut absolument tout donner au privé. Peut-être que c'est par fanatisme. Mais avant d'aller jusqu'à ces hypothèses, il y a quand même deux faits qu'on doit partager absolument. C'est qu'il y a deux grands soupçons de conflit d'intérêts dans ce qui lie le gouvernement et les proches du pouvoir et la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc expliquons ces conflits d'intérêts. Le premier, il concerne Roland Lescure, qui est le député République En Marche, qui est rapporteur de la loi Pacte, donc de la loi de privatisation d'Aéroports de Paris, à l'Assemblée nationale. En fait, il se trouve que ce mec-là, avant d'être élu député en 2017, il était vice-président de la Caisse des dépôts du Québec. Et la Caisse des dépôts du Québec, en fait, il se trouve, et ça c'est une info Mediapart, c'est un des favoris pour la reprise et la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc on se retrouve avec un ancien vice-président de la Caisse des dépôts du Québec qui écrit des clauses bizarres pour la privatisation d'Aéroports de Paris, alors que la Caisse des dépôts du Québec veut reprendre Aéroports de Paris. Du coup, gros conflit d'intérêts majeur, et c'est pas n'importe qui, c'est le rapporteur de la loi Pacte à l'Assemblée nationale, gros député à LREM. Premier point. Alors cette privatisation, on a bien compris qu'elle allait être mauvaise pour l'État et pour nous autres citoyens, mais tout le monde ne va pas y perdre, il y en a même qui vont se gaver. Et celui qu'on a en tête là actuellement, c'est Bernard Mourad. Bernard Mourad, c'est un intime de Macron, il l'appelle Mon Lapin, et c'est surtout le mec qui a organisé toute la levée de financement et la levée de fonds auprès des millionnaires et des milliardaires qui ont garni les comptes de la campagne d'Emmanuel Macron à la présidentielle. Donc c'est un intime de Macron. Et il se trouve que ce Bernard Mourad, il vient d'être recruté par Merrill Lynch Bank of America, qui est la banque qui conseille le gouvernement dans ce dossier de privatisation. Au passage, en le facturant sûrement bien cher. Donc on comprend que tout le monde n'y perd pas avec cette privatisation et peut-être que ça aide à comprendre que cette privatisation d'ADP se fasse en dépit de tout bon sens. Donc là, je pense qu'on a compris que privatiser Aéroports de Paris, ça a l'air d'être une très mauvaise idée pour nous tous et pour l'État français. Mais il y a un petit bonus qu'on vous a pas dit. Ce bonus, il concerne évidemment le climat. Dans une vidéo qu'on a faite sur les Gilets jaunes, on explique que l'aviation, c'est un des gros contributeurs au réchauffement climatique et que si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique en étant juste dans notre politique, eh ben il va falloir taxer le kérosène. Mais là, si on privatise l'aéroport de Paris, si on privatise ce qui concentre 80% du trafic aérien international en France, bah ce qu'on fait, c'est qu'on crée un lobby qui va résister à la taxation du kérosène, qui va résister à la régulation de l'aviation, et donc qui va résister à la lutte contre le changement climatique. Donc ça, c'est un autre bonus pour lequel il faut être contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Donc là, on a très bien compris que la privatisation d'Aéroports de Paris, elle se destinait à être du même calibre que l'énorme arnaque des autoroutes. Au port de Paris, M. Bruno Le Maire a décidé de le privatiser. Il se fonde d'ailleurs là-dessus sur les directives venues de Bruxelles, le cadre mental général de l'ultralibéralisme et le rapport des grandes orientations des politiques économiques, qui ne cessent de demander à la France que de mener au désengagement progressif de l'État. Je rappelle que la Commission européenne a par exemple demandé la privatisation d'un certain nombre d'infrastructures publiques, pas seulement en France, mais notamment en Grèce, et en particulier, il a fallu que les Grecs privatisent la plupart de leurs aéroports.
C'est pareil pour la France. Déjà, M. Macron avait vendu la gestion de l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois et canadiens. Mais après ça, il s'est agi de vendre l'aéroport de Nice. Maintenant, on est dans le dur, c'est-à-dire Aéroport de Paris. Il faut savoir qu'Aéroport de Paris est une structure publique, est détenue par l'État à 50,6% et qui se trouve être le plus grand groupe aéroportuaire du monde, avec 215 millions de passagers en transit en 2018, dont d'ailleurs une majorité d'entre eux à l'étranger, puisque Aéroport de Paris possède des parts dans des aéroports comme l'aéroport de Santiago du Chili, par exemple. Mais le vaisseau amiral, si l'on peut dire, de Aéroport de Paris, ce sont les plateformes aéroportuaires de Roissy et l'aéroport Charles de Gaulle et d'Orly, l'aéroport d'Orly. Alors, d'après ce que j'ai lu dans la presse, cet aéroport de Paris est une entreprise qui rapporte beaucoup d'argent, qui est tout à fait rentable, qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Et d'après ce que j'ai lu dans la presse, pourrait être valorisé autour de 16 milliards d'euros. Et l'État en possédant 50%, si l'État vend Aéroport de Paris, il pourrait retirer 8 milliards d'euros à peu près de cette vente. Je voudrais faire remarquer que 8 milliards d'euros, c'est le coût immédiat que risque de nous coûter le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, puisque s'il n'y a pas d'accord de Brexit et si le gouvernement britannique met sa menace à exécution, les Britanniques refuseront de verser les 44 milliards d'euros que lui réclame la Commission européenne pour apurer les promesses budgétaires qu'avait faites l'ancien Premier ministre britannique David Cameron. Et comme entre-temps la France passera de 17 à peu près à 20% du budget, 20% de 44 milliards d'euros, ça fait 8,8 milliards d'euros. Je crois qu'il est important que les Français aient ce genre de comparaison à l'esprit. Si les Britanniques sortent de l'Union européenne sans accord et s'ils ne versent pas les 44 milliards d'euros attendus par la Commission risque de se retourner vers la France et de siphonner 8,8 milliards d'euros, c'est-à-dire le produit de la vente d'Aéroport de Paris. On voit à quel point notre appartenance à l'Union européenne est un désastre absolu, une espèce de racket permanent. Nous devons absolument faire comme le font les Britanniques, puisque les Britanniques, de toute façon, une fois qu'ils seront sortis, eh bien, ils ne paieront plus du tout rien. Ils ne paieront plus rien à l'Union européenne, alors que nous allons continuer à payer et même à casquer de plus en plus, puisqu'il faut que nous nous substituions justement aux pays qui s'en vont. Monsieur le maire a annoncé que le produit de la vente de cet aéroport de Paris serait affecté à des fonds pour améliorer la technologie. Il a tenu un discours faussement moderniste et faussement responsable en disant, vous comprenez, nous allons vendre ces participations qui en fait ne sont pas stratégiques et nous allons investir dans les hautes technologies, c'est-à-dire la tarte à la crème. Seulement voilà, l'investissement dans les hautes technologies peut très bien foirer complètement et nous pouvons dilapider une grande partie de ces fonds publics. Alors même qu'actuellement, Aéroport de Paris nous rapporte énormément d'argent. J'ajoute que s'il s'agit d'investir 8 ou 10 milliards d'euros dans les hautes technologies, et je suis favorable sur le principe, eh bien je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux sortir de l'Union européenne, récupérer cette somme que notre participation à l'Union européenne nous coûte à peu près précisément 10 milliards d'euros chaque année, rien qu'en coût direct, 100 ans, et plutôt que de participer à la construction européenne, eh bien nous pourrions distraire une partie de cette somme considérable pour justement faire du soutien à la haute technologie, au fonds d'innovation sur l'électronique, l'intelligence artificielle, etc. Donc que M. le maire ne nous fasse pas le coup du type responsable, c'est en fait un irresponsable, c'est quelqu'un qui est en train de vendre, de dilapider les bijoux de famille pour mener des politiques d'ailleurs hasardeuses et que l'on devrait mener avec des capitaux que nous prendrions sur le fait que nous serions sortis de l'Union européenne. Voilà. Voilà, chaque jour, chaque semaine apporte son lot de découvertes. Un jour, on apprend que la France est complètement assujettie aux États-Unis d'Amérique et à l'OTAN. Un autre jour,
que le gouvernement est obligé de fusionner les communes parce que la Commission européenne l'a demandé. Un troisième jour, on découvre au quotidien que la règle de l'unanimité empêche de taxer les entreprises qui organisent leur évasion fiscale. Un autre jour, on apprend qu'en matière internationale, les pays d'Europe, la plupart d'entre eux en tout cas, se sont mis d'accord pour faire de l'ingérence grossière dans la situation intérieure d'un pays tout à fait étranger qui s'appelle le Venezuela par exemple. Bref, chaque jour nous confirme dans le fait que nous devons sortir de l'Union européenne et de l'euro. Et à propos d'euro, d'ailleurs, on a eu aussi la confirmation, vous savez, j'en ai parlé, de ce rapport de ce think tank allemand qui a expliqué que les Français et les Italiens avaient été les plus pénalisés par l'euro, mais dans des proportions qui sont à peu près cataclysmiques. Je renvoie ici à la petite vidéo bien faite qu'a faite Charles-Henri Gallois au sujet de cette étude, vidéo qu'il a faite avec Lauriane Mollier, qui est également une blogueuse sous le terme de Vue autrement. Cette vidéo qui explique justement que notre appartenance à l'euro depuis une vingtaine d'années a coûté quelque chose comme 53 000, je crois, euros par Français sur 20 ans. Ça fait à peu près quelque chose comme 240 euros. Encore ne s'agit-il que de coûts directs. Et si on y ajoute la pléthore des coûts indirects, on arrive à des coûts phénoménaux de l'ordre de 500 euros par mois et par Français. L'euro est en train de nous ruiner. Vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Je suis le seul candidat du Frexit. Mes chers compatriotes, les 60 ans écoulés ont prouvé qu'il est impossible de modifier substantiellement les traités européens. Et comme je suis honnête, je ne vous propose donc pas de les renégocier, je ne vous promets pas une autre Europe, je vous propose d'entamer immédiatement la procédure de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, conformément au droit international. Cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne, mais dominée par les intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque, sans corps et sans dessein véritable, cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Depuis 22 mois, l'UPR, de façon générale, et moi-même, de façon plus particulière, nous avons eu droit à 0 heure, 0 minute et 0 seconde sur l'ensemble des chaînes de radio et de télévision publiques, alors même que l'application minimum, vous verrez ça dans ce courrier, l'application minimum de la loi et des directives fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait dû faire que j'aurais dû être ainsi invité peut-être 25 ou 30 fois sur les différents canaux que je viens de présenter. Oui, mais enfin, il pouvait revendiquer une certaine tradition, qui est celle du général de Gaulle, qui n'avait jamais voulu cette Europe aussi ouverte. Donc, à l'intérieur de son parti, du parti gaulliste, moi, je me souviens que c'était une liesse lorsqu'il a fait ce discours. J'étais dans l'assistance et je peux vous dire que ça a été un triomphe. Donc, il y avait une vraie tradition. Alors après, et qui correspondait à ce que pensait vraiment Chirac à l'époque et puis même après. C'est-à-dire, il pensait vraiment l'Europe passoire, l'Europe des intérêts anglo-saxons. Il pensait. Et puis finalement, il a mis ça avec un mouchoir dans sa poche avec un mouchoir par-dessus quand il s'est agi de se présenter lui-même à la présidence de la République. Et je me souviens très bien parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit un jour, pendant la campagne électorale, où je lui demandais pourquoi vous avez changé d'avis sur l'Europe, il m'a dit parce que on ne peut pas être élu président de la République en France si on est anti-européen. Voilà. Donc c'est quand même. Alors il pensait après peut-être changer les aspects qu'il avait dénoncés, mais enfin en attendant sa conversion date quand même de la présidence de la République.